Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors cette vidéo risque d'être peut-être très longue, donc mettez-la à côté, installez-vous, ou regardez-la si vous voulez me voir. et vraiment voilà, donc c'est pour vous dire, je pense qu'elle va être longue au vu des notes que j'ai prises et tout ça. Donc, premièrement, je vais vous expliquer un petit peu en quoi va consister cette vidéo, qui va être longue, je le dis encore. J'ai trouvé sur Twitter comment on peut appeler ça, une très grosse analyse linéaire du chapitre 139, qui se nomme les incohérences, les facilités, impertinence scénaristique, erreur d'écriture ainsi que ce que j'ai pu y aimer et tout ça, d'un gars, je sais pas qui il est, mais en tout cas, la démarche est hyper bonne, je trouve, même si je suis pas en accord, hein, et je vais évoquer un petit peu les retours. Ça va être constructif comme ça pour beaucoup de ceux qui qui aiment nommer toute chose comme de l'incohérence, pas de manière stupide, avec franchement un très gros travail qui a été fait par la personne. Et donc je vous mettrai même le lien, je pense que c'est possible de vous mettre le lien dans la description, comme ça vous-même vous pourrez lire le gros truc. Je pense même que ça va être qu'une partie 1 et on aura une partie 2 de l'analyse et de mon retour par rapport à ça. C'est ma réponse à cette analyse liée aux incohérences et tout ça que la personne a pu évoquer. Enfin, incohérence, que lui évoque comme de l'incohérence. Et donc, bien entendu, on parle de l'attaque des Titans et du chapitre 139, la fin de l'attaque des Titans, qui est en mode tout le monde en débat, et c'est normal, une œuvre comme celle-ci, toute fin, de toute manière, de toutes les œuvres, ne pourra jamais entièrement séduire tout le monde, c'est impossible. Et je vous le dis tout de suite, même si je suis pas du tout à jour dans One Piece, je vous le dis, quand vous allez découvrir le One Piece, tu ne peux pas créer une aussi grosse attente et satisfaire tout le monde. Mais bref, là, bon, je prends le temps de parler, hein, parce que bon, ça va être long, donc si t'as envie d'aller au bout du truc. On va aller dans l'ordre. La première chose qu'il évoque, c'est les motivations de Eren. 2 points. Et donc, on évoque la première page du chapitre 139, et dans celui-ci, à un moment donné, il explique que Eren n'a fait que bêtement suivre le cours des choses sans trop se poser de questions, et qu'il a dérapé. Donc là, il évoque les propos d'Eren, quand il dit qu'il a suivi le cours des choses, il a suivi ce que son corps limite lui demandait de faire. Donc entre parenthèses, il explique que première décrédibilisation du personnage montré comme une personne inconsciente et assez irréfléchie. Là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que je vais le nommer Eren originel. Le Eren originel, quand je dis ça, c'est le Eren assaillant et originel. Le dernier Eren qui explique la manière dont il a influé sur l'histoire de Eren, qui est le Eren de sa vie de tous les jours, qui a été influencé par des choses sans savoir qu'il a été influencé. On évoquera tout ça un petit peu ensemble. Donc il y a 2 Eren dans la chose. Le Eren originel est en train d'expliquer, dans la dimension, dans le truc, dans la connexion avec Armin, que dans sa vie, il a parfois suivi le cours des choses sans limite se poser des questions. Vous savez, si l'auteur fait dire ça, c'est pas un hasard en mode « oh, je suis pressé ». Dans le même chapitre, il est dit un truc, et on y revient après, mais le passé, le présent et le futur, tout était lié. Pourquoi on vient dire ça? Parce que le Eren originel a influencé les choix du petit Eren. Donc nous, ce qu'on voit, c'est les choix du Eren, mais basé sur un Eren originel qui a, comme une bille, j'avais pris l'exemple, avec un chemin presque fait par l'originel pour en arriver à la fin. Donc là, on est en train d'évoquer le Eren qui a suivi ce chemin. Et comme s'il s'était laissé aller jusqu'à ce qui va y avoir. Donc, ce qu'il a choisi de faire, c'était ses choix à la fois au Eren normal, mais aussi impacté par le Eren originel. Surtout grâce à Ymir qui a choisi le titan assaillant pour Eren et tout ça. Mais bref, ça on va le comprendre bien après. Donc on vient pas décrédibiliser le personnage, on vient expliquer que sur le moment, les premiers propos, là, sont confirmés derrière avec la discussion sur le temps. Là, le Eren originel est en train d'expliquer le schéma de toutes choses qui ont mené à tout ça et pour quelles raisons il l'a fait. On nous met le point sur un Eren originel qui influe sur le Eren normal, qui suit donc voilà, vous m'avez compris. Donc là, on revient ensuite sur le Armin qui dit donc c'est limite pour qu'on te tue et que derrière on devienne les héros et tout ça. Et donc le gars il dit, pour qu'ils aient ce soulagement moral, plein de manichéisme, Eren répond à Armin en confirmant que c'est bien pour ses amis, pour qu'ils soient des personnes honorables,
des sauveurs malgré qu'ils soient des démons eldiens. Et non pas réellement pour paradis à long terme, puisqu'ils privilégient un choix à l'autre, et que les deux ne peuvent coexister. Et donc, la personne, elle rajoute, Eren n'a pas seulement éloigné ses amis pour qu'ils soient des héros, mais qu'il a carrément fait le grand terrassement, donc massacré des peuples, des enfants, des pays en partie pour ça. Donc il estime que Eren est un perso limite égoïste et qu'il est décrédibilisé dans son truc. Sauf qu'il faut comprendre que par rapport à l'attaque des titans, on est sur l'image d'un monde similaire au nôtre, un petit peu, hein, clairement même. Et on nous montre aussi la cruauté de chaque camp, des guerres. À un moment donné, tu es dans un camp, tu n'as pas le choix, c'est défendre ta cause et détruire l'autre, ou ne pas défendre ta cause et te faire détruire. On le comprend très rapidement avec le premier épisode, quand on connaît le sens de tout ça. Donc, l'argument de « il a fait du mal à des innocents », pour les siens, il est égoïste, non, c'est tu fais la guerre à un autre camp. Et le grand terrassement ne se résume pas à ça. Le grand terrassement, il y a plein d'explications dans lesquelles on va revenir juste après par rapport à d'autres textes. Donc, je vous disais, si quelqu'un cherchait la façon parfaite de retirer la malédiction et de sauver les siens, ce serait pas une finalité clean. Ça peut pas être une finalité clean. Tu peux pas arriver à reconstruire quelque chose sans la malédiction, donc remettre les Eldiens à pied d'égalité humainement pour qu'ensuite ils puissent avoir la chance de se reconstruire et non pas d'être vus comme des démons, parce que à partir du moment où ils sont vus comme des démons avec la capacité du titan, ils seront attaqués. Et si tu leur retires les titans sans créer le grand terrassement, n'oubliez pas que l'île de Paradis possède des richesses dans leur sous-sol, enfin dans leur terre. Alors, ceux qui sont contre les Eldiens, très très vite, entre eux, peut-être se seraient fait la guerre pour aller totalement flinguer les Eldiens et leur prendre leur terre. Alors ça aurait été le truc le plus facile pour exterminer les Eldiens. Tu leur retires donc la malédiction, et derrière, tu offres à un monde totalement ouvert qui a la haine contre toi de t'exploser. Donc, quand on dit que Eren n'avait que ce choix-là, c'est travaillé et c'est expliqué. Et par A plus B, vous pouvez dire non, mais ils auraient pas dû tuer autant, ils auraient pas dû, mais ça on y revient après encore une fois. Le symbole même de la guerre pour la liberté, c'est ce qui est évoqué dans l'attaque des Titans. C'est le symbole. Il y a le côté esclavage, à travers le fait d'être enfermé à l'intérieur des murs, mais de l'autre côté, la liberté à travers les oiseaux. On a ce qui est enseigné à travers l'image d'Ymir, parce qu'Ymir est un personnage dans la représentation, mais c'est un symbole avant tout. Elle n'a même pas besoin de parler. Son vécu nous montre à quel point, voilà, elle fait partie du côté emprisonné, du côté esclave, mais doublement esclave. Esclave, tel un esclave qui reçoit des ordres d'un être supérieur, et esclave de ses sentiments. Donc on évoque dans la symbolique d'Ymir presque tous les aspects de l'emprisonnement intérieur. Celui qui est intérieur, celui qui est extérieur. Et ça, c'est pas parce que ça parle de sentiments et d'amour que ça devient décrédibilisant ou nul. C'est vous qui voulez peut-être une œuvre qui ne parle pas de ça, mais un auteur doit savoir instaurer des symboliques qui touchent au sentiment humain, qui touchent à de la philosophie, qui touchent à... C'est pas que une histoire d'un mec qu'on veut badass jusqu'à la fin. Mais je vous dis ça parce qu'on va revenir sur plusieurs choses derrière. Donc Eren doit sauver son noyau pour avoir une liberté, pour gagner la liberté des siens, avec les pertes qu'il va y avoir. S'il n'y avait aucune victime, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah bon, il arrive à la fin, il n'y a même pas de mort chez lui, il se passe rien. Il a massacré des peuples qui, sans leur destruction, auraient toujours créé ce conflit contre les Eldiens. Soit parce qu'ils ont le pouvoir des titans, donc c'est comme s'ils avaient des bombes capables d'exploser le monde, donc tu dois les réduire à néant, sinon il n'y a aucun équilibre au niveau des forces, soit s'ils n'ont plus les titans, et que le monde extérieur existe encore, pour leur terre, ils vont se faire exploser. Ils n'ont aucune force militaire, s'il n'y a plus de titans, vous croyez vraiment que... Il ne peut pas y avoir d'arrangement. Quel arrangement serait intéressant face à des mecs que tu peux exterminer? Et c'est un peu la symbolique avec le monde réel, quand vous voyez l'Afrique, les puissances militaires d'au-dessus, qui utilisent ces terres-là pour s'enrichir, etc. C'est pas du troc, c'est savoir exploiter ce qu'il y a à exploiter. C'est l'unique plan possible pour sortir de la malédiction. S'il suffisait de jouer à cache-cache pour s'en sortir, on ne raconterait pas l'histoire qui mène à autant de désastres. Donc le plan, selon Eren, était de ruiner les forces ennemies, voire même le monde entier. Mais vous savez, Eren, à un moment, ne sait pas la finalité de comment il va mourir. Parce que quand il évoque Mikasa, il dit Mikasa va accomplir quelque chose. S'il savait qu'elle allait le tuer, s'il savait quelle était sa finalité, il n'aurait pas dit « Seul Ymir est au courant, nous on ne sait pas ». Et on voit que juste après ça,
le chapitre d'avant, mais après ce qu'il est en train de dire, Mikasa vient le tuer. Donc Eren savait que Mikasa allait faire quelque chose, sans savoir qu'il allait mourir. Donc lui, sa mission, c'était de faire le grand terrassement et de continuer jusqu'à ce qu'il soit arrêté et que la malédiction s'arrête. Lui, son rôle s'arrête là. Il peut pas savoir derrière à quel moment, 80%, 70%, ou voilà. Donc dire que c'est de la décrédibilisation du personnage montré comme égoïste, au final, tout le monde est égoïste. À partir du moment où tu te bats pour une cause, t'es égoïste pour un autre, parce qu'il y aura des victimes. Et c'est le monde actuel. Je suis égoïste parce que quand j'achète un téléphone, il y a malheureusement des personnes qui le font et qui vivent une sorte d'esclavage. Je suis égoïste à partir du moment où je mets de la marque. Je suis égoïste quand je vais me battre pour ma cause parce que je veux sauver les miens. Donc faire du mal peut-être à des gens. Quand il y a une guerre et qu'il y a une bombe qui explose, celui qui l'envoie, il est égoïste. Mais lui, selon lui, il n'est pas égoïste, il défend ses terres, il défend... Donc malheureusement... tout le monde est égoïste. Quand je pense à manger avant de donner à l'autre, je veux me nourrir, j'ai une forme d'égoïsme. Donc non, Eren n'est pas égoïste. Isayama reproduit un schéma de vie qui est réel. D'un enfant qui a grandi dans un monde où c'est la guerre, où sa mère a été tuée, mais on va revenir bien sur les détails de tout ça. Donc ça décrédibilise pas du tout le personnage. Ça s'explique humainement, ça s'explique dans la cohérence de l'histoire, ça s'explique de toutes les manières. Ensuite, la personne dit à un moment... Mais je n'ai pas fini, parce que Eren a l'air de se moquer de nous, pour le bien de ses amis, il a dit, en leur faisant frôler la mort une centaine de fois, en étant la cause de la mort de Hansi, de la perte de la jambe de Levi, de la mort de Shadis et Magat, de Frock et des Jägeristes. Il se moquerait pas un peu de nous? Moi, je vais te poser une seule question. Si, à travers 30 possibilités, il y en a 27 dans laquelle toute ta famille, c'est pas ta famille ou ma famille, meurt. Et que tu dois en choisir une. Et que dans les 3 dernières, ta famille survit, sauf ton frère, ou sauf ta sœur. Quel est le choix que tu vas faire? Forcément, un parmi les 3. Un parmi les 3 qui restent. Donc, dire, il y a eu des sacrifices parmi les alliés, n'empêche pas que, pour avoir la meilleure finalité, il fallait en choisir une. S'il ne fallait aucun ami qui saigne ou qui meurt, ça n'existe pas en fait. C'est pas possible de trouver cette finalité. Là, ce serait que du happy ending, ce serait que du fanservice, ça n'existerait pas en fait, ça c'est pas possible. Mais je vais aller plus loin. On oublie le pouvoir qui existe depuis le début de cette histoire du titan assaillant, capable d'envoyer des choses du futur pour en arriver à ce qu'il fait. Comment Eren peut-il être au courant que Mikasa va accomplir quelque chose qui va sauver Ymir au final, donc sauver Ymir, conclure avec la malédiction, ça veut dire qu'il est au courant que Mikasa ne meurt pas. Donc s'il est au courant que Mikasa ne meurt pas, il sait vers quoi il avance. Quand il rigole de haine et de découverte d'un futur qui commence à se construire à travers ce qu'il a pu voir quand Sasha meurt, il était conscient de cette mort-là. Et la phrase « si tu veux sauver Mikasa et Armin », c'est limite « tu sais ce que t'as à faire ». Donc, sauver Mikasa, Armin et les autres en plus, il précise bien. Donc, la finalité, elle va dans le sens de les sauver. Quitte à les risquer peut-être. Mais vous savez, ça c'est évoqué très tôt dans l'anime, c'est pas pour rien. Quand il se pose la question de pourquoi, parce que ton argument, il a été évoqué dans l'histoire. Dire pourquoi il a risqué certains de ses proches. Parce qu'au fond, il savait peut-être qui allait survivre. Et que parmi les possibilités multiples, il a choisi celle où il y a le plus de gens qui survivent. Et que la finalité est la plus logique et la meilleure pour les Eldiens dans leur survie et dans le fait de reconstruire, on va dire, un nouveau monde. Donc là, la personne a dit, Eren répond que le monde extérieur ne pourra prendre sa revanche avant un certain temps, comme 80%, entre parenthèses, comment connaît-il ce pourcentage de l'humanité a été décimé lors du grand terrassement. Le reste ne sera pas prêt à aller se battre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base du plan, c'est qu'en retirant la malédiction des titans, tu retires l'argument premier des peuples extérieurs de s'unir contre les démons capables de nuire au monde entier. Premièrement, même s'il peut y avoir d'autres arguments stratégiques, etc. Le problème, c'est que pour en arriver à conclure avec la malédiction, il fallait être tué par les siens et pousser Mikasa à accomplir sa prophétie pour conclure la boucle d'Ymir. Deuxièmement, en décimant 80% de l'humanité, il peut le déduire à travers la carte du monde, hein, quand tu connais la carte du monde et que tu as marché avec des titans colossaux sur plein de continents, à un moment donné, c'est pas ce qu'il y a de plus incohérent quand même, on va pas non plus exagérer.
Comment il peut savoir que c'est 80%? Bah comment c'est l'œuvre qui nous le raconte. Si ça c'est de l'incohérence, c'est vraiment que tout va bien alors. Ça se trouve en marchant, il a vu des panneaux, ah, bon, on arrive en Belgique, ah bah c'est bon, là on va se calmer, on arrive en Australie, bon bah voilà, donc là on est parti de la Belgique à l'Australie, ça fait combien Colossal Boy numéro 300, c'est combien là, on a fait combien de kilomètres? Et puis ce qui est intéressant avec la finalité de tout ça là, du monde extérieur qui pourra prendre sa revanche, mais avant un certain temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on termine l'histoire sur une forme réaliste. C'est-à-dire que le monde reste le monde, les humains restent les humains. Mais le plus gros travail, il est que maintenant, on ne sera pas différent des autres. On aura des alliances. On est reconnu en tant qu'humain. Et on est reconnu en tant qu'humains qui ont sauvé le monde d'une forme, de ce qui restait. Donc à partir de maintenant, on est respecté. On a tué le monstre. Donc s'il faut se défendre, on va se défendre. Le monde est équilibré, donc les conflits vont continuer, hein. Ils sont pas au paradis, ils sont sur Terre, mais il y a cette forme réaliste des humains et des hommes, en fait, à la fin. Et Eren l'explique aussi, ça. Bref, ensuite, la personne dit « Je veux que vous vous rendez compte de ce qu'il se passe. » Eren a décimé 80% de l'humanité, réfléchissez sur ce que ça représente. A fait risquer la vie de ses amis une centaine de fois, est responsable de la mort ou de blessures à vie de certains de ses amis. Tout ça, pour l'instant, car ça va s'empirer par la suite pour protéger, etc., etc. Si pour sauver le monde, tu dois... Je parle pas à nous, hein, attention, on va croire que je suis un tueur. Mais si pour sauver les tiens et réinstaurer, on va dire, d'une certaine manière, un monde équilibré, tu dois faire ce qu'il a fait. Et que c'est, sur 100 possibilités, le risque à prendre. Sinon, extinction des Eldiens. Donc s'il le fait, c'est pour les Eldiens et les siens, et pour ceux qu'il aime. Sinon, il les laisse mourir. Lui, il a son pouvoir de titan, il les laisse mourir. Donc comment dire, il est égoïste? Non, je respecte, je fais juste ma life et je calcule pas les miens, ils vont mourir s'il faut. Non, s'il le fait, c'est pour eux. Et parce qu'il a cette mission, liée au futur, au passé, etc. Faut pas oublier aussi que le futur, le présent et le passé n'a pas d'ordre. Ton passé, il va exister par rapport au futur, peut-être. Tout est lié sur une seule ligne, faut pas l'oublier. Mais on y vient juste après. Donc je te dis un truc, et je le répète, à ton avis, pourquoi il est conscient que Mikasa doit accomplir quelque chose sans savoir qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il sait qu'elle va rester en vie. Et comment il peut savoir ça? Bah tiens, il y a un pouvoir qu'on a oublié, le pouvoir du titan assaillant. Et de l'originel. Tous les Eldiens sont liés. Il est l'axe de tout ça. Peut-être qu'il en sait plus que ce qu'on nous dit directement. Et que nous, à travers toute cette œuvre, on doit comprendre, comme les rires qu'il peut avoir face à la mort de Hannes, face à la mort de Sacha, des rires parfois instinctifs, sans savoir peut-être le futur à ce moment-là. Mais peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose en lui qui, limite, lui fait dire « Purée, c'est vraiment ce qui est en train de se passer ». Comme qu'on peut pas le changer, ce truc-là. Parce qu'en ayant les deux pouvoirs, il contrôle à la fois le temps, par le futur qu'il a créé l'histoire afin d'annuler la malédiction, afin que Ymir c'est elle qui, globalement, a créé un peu le truc. Mais à la fois, il contrôle tous les Eldiens et tous les titans. Donc, s'il peut avoir un impact sur l'intérieur du titan ou du Eldien, imaginez bien que sur le coup, Eren, dans l'œuvre en tout cas, est celui qui sait tout sur les Eldiens. Quand il va voir Ramsay et qu'il s'excuse, ça veut dire quoi ça? C'est qu'il sait qu'il va mourir. Donc il sait qui va mourir. Donc on peut pas venir dire l'argument de il a risqué la vie de certains de ses amis, ça veut dire que... Non, il savait qu'il allait survivre. Et s'il a fait ça, c'est que ceux qui allaient survivre, c'était la meilleure solution pour en arriver à la meilleure survie. Donc tu dis, tout ça en grande partie pour le bonheur et un soulagement de la conscience morale de moins de 10 personnes. Non, il y a une suite à tout ça. Cette finalité qu'il n'avait pas le choix, que c'était la seule qu'il pouvait prendre, annule le pouvoir des titans, réinstaure un équilibre mondial au niveau de l'humanité, peut rebâtir une future génération des Eldiens, sauve ceux qui a sauvé donc les siens, se sacrifie en tant que martyr pour tout ça, se fait passer pour le méchant. Il se fait pas simplement passer pour le méchant et ça y est, c'est fini. Non, il y a une longue histoire qui mène à tout ça. On aime bien réduire les choses en mode « Ah, c'est juste quelqu'un qui... » Non. Parce que One Piece, c'est juste un mec qui est sur un bateau, qui veut devenir un grand pirate. Goku, c'est juste un mec qui veut se battre. Naruto, il veut juste être président de son village. Si on résume les choses aussi simplement, quand on veut dénigrer, on le fait pour tout, et au final, ça n'a aucun sens. Parce que je dis ça, parce que beaucoup aiment s'amuser en mode résumer une phrase quand on n'a pas compris, et qu'on peut pas expliquer la globalité d'un message, d'une philosophie, d'un sentiment humain, etc. Donc, non, l'auteur, lui, il faut pas... Si on veut traduire son œuvre, on va pas dire « c'est juste ça ». Non, il y a un message. Il a pas écrit ça en mode « Bon, je vais juste mettre ça et c'est fini ». Donc,
La personne dit tout ça en grande partie pour le bonheur et un soulagement de la conscience morale d'au moins 10 personnes. Et moi, ce que je réponds à ça, le mec, il change l'histoire tout entière d'un peuple. Il leur retire donc l'argument poussant l'extérieur à les attaquer, même si bien sûr les conflits existeront sous une autre forme cette fois. Le conflit contre les Eldiens ne sera pas différent d'un conflit contre le pays à côté de Mar et tout ça, quoi. Il redonne aux Eldiens le droit de redevenir humains, sans la malédiction. C'est ce qu'il y a de plus énorme dans la conclusion. Sans son sacrifice, il ne peut pas avoir ça. Sacrifice qui est dirigé au final sur Mikasa, et après on en parlera aussi. Et dans tout ça, il y aura des sacrifices. L'œuvre nous explique et nous montre les guerres et les sacrifices. Encore heureux. Beaucoup d'innocents qui vont mourir, comme dans toutes les guerres. C'est la représentation du monde actuel. Mais dans cet avenir-là, il n'y a plus la malédiction. Il n'y a plus de titans. Maintenant, personne ne s'attend à ce que la vie d'après, tout le monde vive en paix. Non, c'est notre monde actuel. On vit en paix, mais cette paix, à chaque paix, il y a sa guerre. On revient sur un autre argument que tu as évoqué. C'est quand il est dit par rapport à Eren, « Je n'interromprai pas le grand terrassement », c'est simplement qu'il est encore dans son rôle sur le coup. Quand il dit à tout le monde « Je n'interromprai pas le truc, je vais tous les tuer de ça », il est dans son rôle. Ce rôle a peut-être aussi pris une emprise sur lui. Ça y est, il devenait presque démoniaque. Attends, à écraser le monde, à détruire des continents, je pense pas que t'es en mode serein sur le coup. Tu deviens fou. Mais je veux dire, tu as suivi la continuité de ta mission qui, sur la fin de ta vie, à travers tous les crimes que tu fais, te rendent fou. Mais la base de ces crimes-là a une explication et une finalité qui lui donne raison. Donc sur le coup, il dit oui, je vais tout détruire et tout, parce que aussi, lui, ça y est, son rôle est il termine sa vie en détruisant. Il se fera tuer dans l'action du grand terrassement. Et la suite, c'est d'expliquer Mikasa, tout ça et tout ça. Mais lui, ça y est, il est dans l'esprit de tuer tout ça. Ensuite, il va aller discuter en connexion avec tous ses amis pour leur raconter la vérité avant de mourir. Et dans les vérités qu'il va raconter, même par rapport à Ymir, c'est ce qu'on est en train d'évoquer, eh ben, il donne sa vision. Et là, il y a plein de retours pour moi qui, soit ne sont pas ouverts sentimentalement à la compréhension du fait qu'on évoque des sentiments pour un perso même qui est badass, et que dans les derniers instants de la vie d'un personnage, tout autant badass qu'il avait, abdos, belle cape et tout, on peut montrer le visage d'un homme qui a souffert et qui, en fin de compte, déclare enfin la vérité de ce qu'il avait à l'intérieur. Pour une fois, là, il a une forme d'égoïsme qui est humaine. C'est-à-dire quelqu'un qui a aimé et qui a refoulé des choses parce qu'il était dans une mission. C'est comme un soldat qui pouvait tomber amoureux, je sais pas, en pleine guerre, mais qui n'a pas le droit à tout ça, qui doit accomplir une mission, et que il est le pantin de lui-même, parce qu'il est la bille qui suit son chemin, même s'il veut regarder à gauche et à droite, il suit ce chemin-là. Et Mikasa, c'est un petit peu le côté de je l'aime, mais je n'ai pas le choix. Mais de l'autre côté, ça va s'expliquer par rapport à Ymir et le parallèle. Il y a un Eren qui parfois va être sincère dans sa démarche, dans sa manière d'expliquer les choses. Quand il parle à Reiner, à Revelio, il lui parle, je pense, sincèrement, en sachant, ça y est, vers quoi il avance, en sachant les crimes qu'il va commettre. Et quand il est face à ses amis et qu'il les rejette, il est dans un rôle qu'il est obligé de suivre pour accomplir et leur bien à tous. Enfin, le meilleur bien qu'il pourrait leur donner, du moins. Donc, tu dis, la page suivante ne raconte pas grand-chose, juste Armin qui questionne la pertinence du plan de Eren en disant « Vraiment, fallait-il que ça aille aussi loin ?» Derrière, il lui raconte l'histoire d'Ymir, car la conclusion de la mission d'Eren mène à la conclusion de l'histoire d'Ymir, en fait. Globalement, la fin de la malédiction, donc ça raconte tout. Ça raconte pas grand-chose. Ça offre la liberté finale. Et donc Eren, donc tu dis sur le coup, Eren dit qu'après l'avoir rencontrée, il a compris pourquoi elle était ainsi. Il dit que c'est dur à croire, mais c'est car Ymir était amoureuse du roi. Là, je suis sûr, hein, regardez, toutes les personnes qui détestent là, ces moments-là, de sentiments, d'éveil à des réactions liées, basées sur des sentiments familiales ou d'amour avec un homme ou une femme, c'est tout le même type de personnes qui vont détester le personnage de Sasuke, qui ont détesté le changement d'Eren quand il tombe dans l'eau et qu'il évoque ses sentiments pour Mikasa. C'est, je pense, des personnes qui n'aiment pas voir cet aspect ou cette symbolique et qui, en fin de compte, comme ils n'aiment pas, ils l'expliquent volontairement ou involontairement à travers c'est pas cohérent, c'est moche, ces trucs, ça détruit le personnage. Non, ça détruit l'image que tu voulais que le personnage il ait. C'est différent. Donc, là c'est intéressant, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et le mec il dit, excuse-nous Isayama, excuse-nous Hajime Isayama, mais ce n'est pas parce que tu fais dire à Eren que c'est dur à croire que ça règle quoi que ce soit. Ce simple fait détruit selon moi le personnage de Ymir que l'on croyait réellement condamné à ne pouvoir mettre fin à la malédiction. C'est super intéressant
Vous savez, c'est pas parce qu'on ne comprend pas le sens qui a été donné à Ymir, comme l'esclavage sous toutes ses formes, l'esclave humain qui accomplit, donc tout à l'heure comme je vous l'ai dit, et l'esclave vis-à-vis de ses sentiments pour quelqu'un. Honnêtement, j'ai envie de vous dire que l'esclavage, être emprisonné par tes sentiments, c'est une forme d'esclavage qui est plus dure à s'en sortir que l'esclavage où tu es mis dans des chaînes. Parce que être bloqué par des chaînes, c'est pas toi qui te bloque, c'est quelqu'un. Et c'est la forme, par la menace, par la peur, qu'on te maintient emprisonné. Mais quand t'es emprisonné par toi-même, t'as pas de chaîne, t'es libre, mais t'es mort en même temps. Et la symbolique, elle est tellement énorme que les gens qui passent à côté, ça me tue. Dire, oh mais non, Ymir, c'est... Non, Ymir, elle a pas besoin de parler. Ymir, son histoire est le symbole d'une réalité. Donc Ymir, tu la sors de l'esclavage des hommes et ensuite de l'esclavage qu'elle a par rapport à elle-même. D'où le fait que tu as la première porte de sortie avec Eren et la deuxième avec Mikasa. Il y a beaucoup de choses, mais qui sont très profondes dans les explications. Les Japonais, quand ils écrivent, ils sont pas juste en train d'écrire une histoire. Ils puisent dans... allez voir les proverbes asiatiques, allez voir toutes ces choses-là, comment c'est riche. Vous croyez que c'est riche parce qu'il y a qu'un sage ou deux sages au Japon? Non, c'est instinctif, c'est inné chez beaucoup de chez eux. Chez beaucoup de Japonais, quand ils écrivent, ils assimilent aussi des sens à leur écriture, à leur personnage. Un personnage évoque parfois la prison, un autre évoque la liberté, etc. C'est tellement petit de réduire à... Mais non, mais elle ne devrait pas sortir de trucs... Ymir, elle représente le message de l'esclavage sous toutes ses formes, comme je vous le dis, et Mikasa, la clé qui, malgré elle aussi son esclavage, a réussi à s'en sortir. C'est pas qu'une histoire d'amour qui sert à rien. C'est une histoire très profonde qui est la base, au final, de la malédiction des titans. Pour sortir de cette malédiction, il y a la forme de symbolique du début de Ymir, ce qui l'a mené à ça, à la finalité d'une Mikasa qui va être la Ymir qui s'en sort. La Ymir qui, en fin de compte, lui montre la voie pour s'en sortir et se combattre soi-même dans sa prison qui n'est pas des chaînes. Pour s'en sortir, il ne faut pas briser des chaînes en matériel, en objet. Il faut briser les chaînes intérieures. Et Mikasa vient à briser les chaînes intérieures de la malédiction. Plus de titans. Parce que les titans, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc c'est quelque chose qui est amené dans une histoire. Tu peux pas te baser sur un début de malédiction et d'une fin de malédiction des titans avec quelque chose que toi tu estimerais cohérent. Ça n'a pas de sens. Il faut apporter une symbolique à quelque chose qui n'existe pas aussi dans le monde réel pour le commencement et la conclusion. Donc quand tu dis ici nous avons affaire à une esclave égoïste et complètement ravagée qui n'a fait qu'obéir par amour à un violeur, pédophile, tyran, une sale raclure en somme, bienvenue dans la vraie vie. J'ai envie de te dire, bienvenue dans la vraie vie. C'est ça d'être esclave de ses sentiments. Et j'espère et je le souhaite à personne, mais c'est des choses réelles. T'écris pas une histoire en inventant quelque chose qui n'existe pas. C'est pire que des chaînes. Elle a entraîné avec elle 2000 ans de pure souffrance. Des génocides ont eu lieu, des ethnies ont disparu, d'innombrables massacres se sont produits et une quantité quasi infinie de souffrance s'est écrasée sur le monde. Tout ça à cause d'une ravagée amoureuse de son violeur, pédophile, tyran, tortionnaire, exploiteur. Vous pouvez rajouter tous les arguments, ça va pas changer que c'est vrai, c'est ça. Sauf que c'est pas incohérent, c'est totalement réel. Et c'est pas parce que les conséquences de quelque chose sont graves que ce quelque chose est incohérent, bête, stupide ou facile. Non, au contraire. Ça montre, encore une fois dans la symbolique, que beaucoup n'aiment pas, ça montre que Isayama écrit qu'une personne esclave de son amour, même face à quelqu'un de ravagé, ça veut dire qu'il a les deux extrêmes. L'amour qui est beau, et de l'autre côté, les pires atrocités. Il fait marier les deux choses, en fait, qui devient l'esclavage. Et la conséquence de ça, c'est premièrement des chaînes intérieures par rapport à Ymir, et une malédiction de 2000 ans de souffrance. Mais Ymir, lui dire, elle est ravagée, nanana. Non, on vient montrer la forme de quelque chose. On vient pas dire, oh, elle est méchante parce qu'en fait, elle avait juste à ne plus aimer. Donc la question, c'est pas de savoir si cette symbolique est basée sur une logique ou non. C'est pas bien d'être esclave de ses sentiments. C'est pas la question. On sait que c'est pas bien, mais ça veut pas dire que c'est incohérent, au contraire. Et on voit bien l'état dans lequel se trouve Ymir quand Eren va la prendre dans ses bras. On voit une personne
totalement bloqué intérieurement, qui pleure, et en plus la représentation elle est très belle, la représentation et le dessin montrent vraiment une personne qui veut sortir de cette prison en fait intérieure. Donc la personne dit on ne parle pas de syndrome de Stockholm, mais carrément d'amour. Entre parenthèses, c'est un peu la même chose, vous me direz. Mais là, c'est un stade extrême et très glauque. Et c'est ce que l'auteur veut évoquer en fait, mon ami. Après, ça peut ne pas plaire, mais c'est super profond. Ah, je préfère ça que tu me dises Ymir, en fin de compte, s'est battue avec un monstre qui a la malédiction, et au final, à la fin, il faut battre le monstre pour retirer la malédiction. Aucune symbolique, aucun message profond, aucun travail réel dans la profondeur pour trouver une personne qui représente à la fois plusieurs douleurs et souffrances, en accord avec l'histoire des murs qui représentent la prison, en accord avec les oiseaux qui représentent la liberté, toujours le contraste de la prison et de sa liberté. Et entre les deux, la clé. Qui en est la clé? Tous ces trucs-là, c'est parfaitement mené. S'arrêter à « elle est amoureuse de trucs », moi, ça me détruit d'entendre des trucs comme ça. C'est faire passer un mec qui met des messages qui sont hyper travaillés en quelqu'un qui est totalement stupide devant des gens. Dire ça, moi, j'arrive pas. Donc la personne ensuite dit « les pages suivantes pourraient sembler apporter une explication à une possibilité de quête de liberté de Ymir, mais c'est selon moi catastrophique. » Eren dit « il est certain que Ymir a été en quête de liberté. Elle a attendu quelqu'un durant 2000 ans, qui, entre parenthèses, n'est pas Eren, contrairement à ce que le chapitre 122 ainsi que le reste de l'histoire pouvait nous laisser à croire, mais Mikasa. On ne sait absolument pas comment Eren parvient à penser ça, puisque son point de vue est inexistant depuis 9 chapitres. Eren évoque ce qu'il sait à travers son pouvoir, à ce moment, et rien de plus, car derrière, il évoque ce qu'il ne sait pas. Ce qui suit est incroyable. Armin pose la simple question « Pourquoi c'était Mikasa ?» Eren répond « Bah, à moins que nous soyons Ymir, on ne saura pas. » Et là, la personne, elle dit « C'est une blague ? Mais ce que tu ou ce que vous ne comprenez pas, c'est amener à ce que Eren, en fait, ne sache pas que c'est Mikasa qui va le tuer derrière. » Parce que la réponse, on l'a très rapidement. Juste que Eren ne savait pas de quelle manière il allait mourir. Il savait que Mikasa allait accomplir quelque chose, il le dit, mais la beauté du symbole final, c'est que le dernier regard qu'il envoie à Mikasa, et qui, à la fois, va trouver cette paix en se disant « c'est le moment de la fin de la malédiction. C'est donc toi, Mikasa, qui va la retirer en me tuant. » Le dernier regard qu'il envoie, les heures qu'il a dû se mettre à dessiner Isayama ce visage-là, c'est pour bien représenter ce regard d'un Eren qui ne savait pas que ça allait être Mikasa. Donc quand il va voir Armin, il peut lui dire ce qu'il y a eu dans le chapitre avant. Mikasa m'aurait tué, et je savais que ça allait être la finalité. Il peut l'écrire parce que c'est le chapitre d'après. Mais lui, il explique à Armin, je sais pas. C'est pour nous montrer que Eren, sur le coup, ne savait pas. Mais pas pour dire que l'auteur ne sait pas, parce que nous, on sait dans le chapitre d'avant. Ensuite, il explique pourquoi tu crois que cette personne est Mikasa, alors, et ne me dites pas qu'il a vu le sourire de Ymir, car non seulement il avait les yeux fermés, mais en plus, il n'a jamais mentionné ce sourire. Là, on est en train de chipoter. C'est comme si je te disais, pourquoi il arrive à la fois à être dans un endroit et à la fois à être dans une connexion, à parler avec Ymir, Armin, Jean et tous les autres. Ça s'explique pas. Mais le mec, on nous montre qu'il a des pouvoirs. À partir de ce moment-là, on peut faire une petite déduction de pouvoir, qu'il est capable de voir certaines choses, qui ne seront pas évoquées directement par des mots. Tu peux pas écrire tous les faits et gestes, j'ai levé le genou, j'ai mis ça là-bas, c'est pas comme ça. Là, c'est vouloir rajouter ce qu'on appellerait de l'incohérence qui n'existe pas. T'es dans l'univers d'un gars qui apprend le futur et qui s'envoie des messages au passé, et ce qui retient ton attention, c'est pourquoi il est au courant que Mikasa va faire quelque chose, en fait. Il y a beaucoup de questions à se poser, en fait. Il y a plus de questions que ça, même. Donc ensuite, tu rajoutes, il n'y a aucune explication du lien entre Ymir et Mikasa. Pardon ? Alors oui, ça touche beaucoup plus à la symbolique qu'à des faits de connaissances dans l'histoire, ils ont été à la boulangerie ensemble. Mais en fait, le problème, c'est que vous voulez que les choses soient écrites en retirant de la profondeur, en fait. Et en plus, quand il y a de la profondeur, beaucoup viennent dire c'est incohérent, ça tue le personnage. Non, 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 non. C'est pas pour critiquer, mais beaucoup écriraient des personnages d'une manière sans aucune profondeur. Des personnages juste ma mission, c'est d'être ça et je veux le faire. Il y a des codes qui passent bien au-delà de codes que certains ont envie d'avoir dans une œuvre. Juste avant, en plus, on a évoqué la comparaison entre Mikasa et Ymir. Et Mikasa, on peut dire que c'est la clé de la malédiction. C'est celle qui peut ouvrir la porte que Ymir n'a pas pu ouvrir. Celle qui peut tout simplement libérer Ymir de ses chaînes. Chacun dans une forme de sacrifice. Eren dans son sacrifice humain et Mikasa dans le sacrifice de son amour.
Donc là, la personne va évoquer que Ymir n'aurait globalement pas dû désobéir à Sig, puisqu'il représente l'héritage des Fritz et tout ça. Donc, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est en fait tellement bien écrit qu'on pourrait oublier, en fait. À la base, le pouvoir originel, utilisable par le sang royal, c'est pas un hasard. C'est lié au fait qu'Ymir était esclave de ça. Donc, celui qui a le pouvoir originel en étant de sang royal, c'est celui, d'une certaine manière, qui donne l'ordre à Ymir, qui accomplit pour tous les Eldiens ce que son roi lui demande. Sauf Eren, quand il vient pour la libérer, ou quand il lui dit qu'il vient pour la libérer, Ymir, c'est comme si elle avait donné un pouvoir à quelqu'un, parce que c'est elle qui confectionne les choses, le titan assaillant et tout ça. Et celui-ci était enfin venu pour la libérer. Eren, en étant l'assaillant, possède un pouvoir secret. Parce que, rappelez-vous, quand comment il s'appelle, Grisha va voir le sang royal, là, pour leur reprendre le titan, il leur explique qu'il peut voir l'avenir et tout ça, et ils sont tous choqués, ils savent pas. Donc, c'est un pouvoir secret, en fait, donné pour arriver à la conclusion de libérer tout ça. On comprend qu'Ymir a donné une possibilité de la sauver de cet esclavage avec ce titan-là. Comme le dit Eren, et à ce moment-là, le pouvoir n'est plus simplement détenu par l'originel, car plus soumis à l'originel, mais donné à celui qui peut la libérer. C'est différent, les deux nuances, en fait. C'est avant, le pouvoir était donné à l'originel d'une certaine façon, donc parce qu'elle obéissait au roi Fritz. De l'autre côté, elle le donne à celui qui peut maintenant la libérer, parce qu'il est le titan assaillant, qu'elle a elle-même construit pour la sauver d'une certaine manière. C'est pile poil le moment où c'est Eren maintenant qui peut donner les ordres et devient l'originel. Donc Sig, il perd le sien, et c'est le début d'une nouvelle liberté pour Ymir, sauf qu'il manque quelque chose derrière. On peut dire que la première porte est ouverte. Donc la personne derrière vient dire « Donc le pouvoir des titans aurait dû disparaître à cet instant, car elle s'est affranchie du joug du roi qu'elle aimait en refusant d'obéir à son descendant et en refusant de perpétuer sa volonté au profit des reines qui explicitement affirment vouloir détruire le monde des titans. » Donc oui, ça aurait pu, c'est ce que je dis, mais la symbolique pour sauver Ymir de son amour aurait été simplement que Eren revient vers elle. Donc il revient vers elle, elle est sauvée. À ce moment-là, elle retrouve celui qui possède l'arme qu'elle lui a offert simplement. Donc elle lui donne la confiance pour accomplir cette mission jusqu'au bout. Mais la symbolique de sa propre prison, de son amour, de tout ça, qui est la base de tout, n'est pas rompue encore. Eren vient à accomplir quelque chose qui est « je suis ton arme » d'une certaine manière, mais il vient pas rentrer dans le rôle qu'il y a dans l'amour. Et sur le coup, nous, c'est bien parce que c'est le contre-pied parfait. On croit que c'est Eren qui va stopper le truc comme ça. Sauf qu'Eren, il accomplit une mission à part. Et Mikasa en a une autre, en fait. Il continue en disant « Je n'affirme pas que c'est une incohérence, mais ça prouve l'impertinence d'avoir effectué le choix d'écriture de décrire Mikasa comme l'élu de Ymir au dernier chapitre sans développer. Son développement, c'est simplement ce que toi, par exemple, tu pourrais considérer que comme de l'amour par rapport à Eren, et d'autres qui voient l'accomplissement d'une personne qui, malgré l'amour qu'elle a eu pour Eren depuis sa tendre enfance, elle est arrivée à conclure quelque chose qu'Ymir ne pouvait pas faire. Mais ça ne retire en rien tout ce qui se passe autour. Là, on parle d'un personnage qui conclut quelque chose à la fin avec un contre-pied parfait que personne ne pouvait attendre, et en plus un contre-pied qui touche à nos deux persos principaux et qui offre une gloire à la fin avec les propos de Armin aussi. Donc on a les trois qui sont sauvés d'une certaine manière, sans jamais savoir que c'est Mikasa qui allait conclure ça en tuant Eren. Il y a une histoire de contre-pied, une histoire, voilà, pas besoin d'aller plus loin en disant non, le truc, elle, en fin de compte, on l'a pas développé, on n'est pas obligé de donner ce rôle à Mikasa si on a parlé de ses doigts de pied, de trucs, toute l'histoire autour d'elle, pas besoin. Donc oui, Mikasa, elle aurait pu ne pas avoir de rôle, vu qu'on parle d'un contre-pied sur les derniers chapitres, mais l'auteur, il veut rendre l'amour de Mikasa envers Eren encore plus utile, surtout pour répondre à tous ceux qui même trouvaient Mikasa inutile dans sa manière d'aimer Eren sans raison. Au final, on voit bien que le sans raison du début apporte une conclusion qui met quand même un peu de l'estime sur Mikasa, hein, dans tout ce qu'elle a dû combattre intérieurement, alors qu'elle pouvait même pas accepter que quelqu'un attaque Eren, que quelqu'un le tape. Alors imaginez aujourd'hui, Mikasa qui va pour le tuer. Et elle vient conclure la boucle, parce que l'histoire d'Ymir et l'histoire de Mikasa, c'est très similaire. Alors, il y a peut-être les messieurs qui ne veulent pas d'amour, c'est votre vie d'une certaine manière, vous avez le droit, mais il y a une explication, il y a une cohérence, et c'est pas mal choisi en fait. Ça inclut au contraire Mikasa dans un rôle important à la fin. Mais je vais aller tout simplement vous dire un truc, pour revenir à contredire un truc, pour contredire ça y est, normalement Ymir à ce moment-là peut conclure la malédiction, et au final il n'y a plus de titans. D'accord. Mais imaginons qu'à ce moment-là, le pouvoir des titans n'existe plus.
Vous pensez que le monde entier, déjà uni, voulant posséder les terres des Eldiens pour ses richesses, ne serait pas venu les détruire en quelques secondes. Il fallait une protection. Il fallait une protection pour la suite des Eldiens. Donc la personne continue avec un autre truc, elle a été libérée à tout point de vue, que ce soit symboliquement, mentalement et physiquement. Non, elle n'a pas été libérée réellement de son amour. Elle a juste quelqu'un, son arme, qui est venu commencer sa libération. Mais la symbolique d'un Eren qui vient juste lui dire, en fait, tu es libre, tu n'es pas une esclave, ceci, cela. Oui, il lui a parlé. Mais dans les faits, dans l'action finale, je préfère l'action finale dans la symbolique. Parce qu'elle est parallèle à la sienne, à son histoire. Donc il dit, attribuer les mérites à Mikasa sans développement et sans explication concrète semble superflu et inconsistant. Donc moi, après, je vous ai dit ce que je trouve par rapport à Mikasa, je lui ai apporté cette conclusion, ça lui donne un rôle important au final, donc même si tu regardes l'Attaque des Titans, tu vois les scènes différemment, ça donne du sens à son amour pour Eren, qui au final fut impossible. Ça rend la conclusion, en plus de ça, doublement triste, parce que Eren aussi partage ses sentiments. Au final, s'il n'a pas révélé à Mikasa son amour, c'était aussi peut-être mené par son propre destin, construit par le Eren originel, afin d'une possibilité que Mikasa apporte la conclusion et soit l'élu de Ymir. Donc on peut tourner les choses dans beaucoup de sens, sans pour autant maintenant toujours aller dans le sens de quand ça nous plaît pas, chercher que dire que c'est nul. La personne dit, Eren dit qu'il n'a fait que suivre le chemin, qu'il n'était que le pantin de Ymir, et de son choix en gros. Ce qui conduit à détruire 80% de l'humanité, faire en sorte que les habitants de Paradis s'entretuent, et faire que ses amis soient entraînés dans le danger de la guerre et du grand terrassement, sans savoir si l'un d'eux allait rester vivant. Si, il savait qu'il allait rester vivant en fait. Donc, je le redis, Mikasa, elle vient nous apporter un contre-pied final, que l'auteur a décidé d'avoir, moi je trouve ça beau, qu'on puisse croire toute une histoire quelque chose, et qu'à la fin, un personnage qu'on ignore, limite, qu'on voit que comme combattante ou amoureuse, vienne à conclure une malédiction. Pour ses amis, quand tu dis sans savoir si l'un d'eux allait rester vivant, ah bon? Et si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres, cette phrase, elle vient d'où? Du futur. Pourquoi? Pour sauver ces personnes-là. Donc, pour les sauver, tu dois accomplir ce qu'il a accompli, parce que ça vient du futur, donc il savait la finalité globalement des choses. Sinon, la phrase, elle viendrait pas dire pour sauver Mikasa et les autres, elle viendrait dire bon courage. Donc s'il doit les sauver, c'est ce qu'il fait en fait. Il accomplit ce qu'il doit faire. Et donc la personne cite Eren qui dit « Armin, je suis devenu fou, avec le pouvoir de l'originel. Il n'y a pas de passé, de présent, ni de futur. Tout se passe à l'instant présent. » Donc la personne ensuite évoque et montre, vous verrez vous-même si vous avez envie d'aller voir ce qu'il écrit, par rapport aux théories du temps que beaucoup connaissent, suggérées depuis longtemps. Je ne vais pas aller dans tout ce qui s'explique pour faire clair. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, il y a une seule ligne du temps dans l'Attaque des Titans. Si on décide de prendre les choses dans l'ordre que nous, on voit, pour bien vous faire comprendre, donc le passé, le présent, le futur, s'il y avait des caméras dans la saison 1 sur la tête à Grisha, on aurait vu le Eren adulte et Sig à ses côtés quand il a été pour prendre le Titan originel. À ce moment-là, c'est Eren qui l'a engrainé. Donc, le futur existait, sauf que nous, on suit la ligne du présent qui mène au futur. Donc, nous, on aurait vu un Eren adulte, peut-être qu'on l'aurait même pas reconnu, avec Sig à côté, et on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, nanana. Et en avançant dans le temps, on aurait compris que c'est le futur qui est revenu dans le passé. Donc, c'est pas, au début, il y a une histoire, ensuite, en revenant dans le passé, il y a une nouvelle ligne, donc ça fait deux histoires différentes, un petit peu comme Trunks dans Dragon Ball. Là, on est sur une seule ligne qui est expliquée, donc tout ce qui se passe, c'est passé, parce que le présent a fait ça, ou parce que le futur a influencé le présent. Donc tout ce que Eren vit, il le vit parce que le futur a influencé le Eren. Et derrière, il explique qu'il y a un problème avec le comment. Et lui, il dit qu'au contraire, dans le chapitre 139, on ne comprend pas pourquoi Eren vient à la conclusion qu'il doit nécessairement être la cause de la mort de sa mère. Et là, c'est super intéressant, parce qu'en fait, ça s'explique parfaitement. Qu'est-ce qui a poussé à penser que Dina aurait pas pu agir d'une autre manière qu'en étant influencée, par exemple, simplement en ignorant Bertholdt, car elle a gardé le peu de volonté propre, en mode, à la base, Dina avait promis de rester proche de son mari, donc le Titan suit cette raison, ce que nous, pouvait croire jusqu'à maintenant. Et lui, il dit, on pouvait l'accepter et ça reste cohérent. Bien sûr, tout autant que tous les retournements de situation qu'on n'évoquait pas auraient pu ne pas être des retournements de situation. Mais là, on est sur un super contre-pied d'Isayama. Il vient nous dire, oui, il y a des titans qui gardent cet instinct, on va dire, qu'ils avaient humain et qui réagissent différemment de certains titans qui gardent une certaine forme propre à eux. Tout autant que, j'ai envie de vous dire, le titan qui mange un humain est symbolique aux enfants du roi qui mangeait Ymir et qui ensuite se mangeait,
pour avoir ce pouvoir, mais aussi la symbolique du titan qui, en mangeant, à un moment donné, retrouvera forme humaine s'il mange un titan primordial. Il y a aussi cette forme, je ne veux pas dire consciente, mais qui a construit le titan à travers ce qu'ils ont fait pour garder ce pouvoir de titan. On est sur un super contre-pied, je vous dis, en mode, je vais vous faire croire jusqu'au dernier chapitre que ce que vous avez vu dès le début, que ce que vous avez cru sur le premier épisode, ce que je vais vous montrer est encore pire que ce que vous pensiez. Maintenant, le pourquoi. Il fallait construire la haine de Eren envers les titans en premier lieu. Donc, globalement, tuer sa mère. Il n'y a pas plus atroce. Donc là, tu conditionnes le Eren à la haine du titan. Sur le coup, parce que sa science ne dépasse pas l'intérieur des murs. Derrière, tu l'ouvres à, quand il va apprendre la vérité, la haine du monde extérieur. Donc au début, Bertolt, Trainer et tout. Et ensuite, la haine du monde extérieur. Pourquoi ? Parce que la conclusion trouvée dans le calcul du titan assaillant de je sais pas quoi du futur, mène à ce que le Eren enfant deviendra celui qui déclenchera le grand terrassement. Son cheminement doit passer par là. Donc dire, on aurait pu se satisfaire du Dina qui de lui-même, non, oui et non. Parce que là, ça montre que, parce que là, l'auteur te dit, voilà, au début, ce que tu vois maintenant, tu vas le voir sous un autre aspect. Le Eren a conditionné le Eren enfant pour être le Eren du futur, qui accomplit jusqu'à la fin du cycle des titans. C'est pour ça qu'on comprend qu'Eren originel est choisi par Ymir avec le titan assaillant, pour en arriver à créer le chemin qui mènera à la finalité, sa dernière mission en martyr. La personne vient dire, en contre-argument, on peut me dire que Eren est devenu omniscient et a donc pu avoir une vision d'ensemble sur l'univers et ainsi compris que la seule structure logique possible pour ce dernier prenait forme avec le fait qu'il influence Dina pour tuer sa mère, sauf que, vous m'excuserez du terme, c'est bullshit. Bah non, il y a un énorme sens. Créer la plus grande haine envers le titan, pour ensuite l'ouvrir à la haine dans la découverte du monde extérieur, pour ensuite comprendre que le monde extérieur veut attaquer ces personnes-là à travers ce qu'ils t'ont attaqué de plus cher dans ton enfance, donc ce qui te conditionne à accepter la riposte et accepter le fait de pouvoir tuer des innocents aussi, hein, quand tu réfléchis bien, le grand terrassement. Donc rien de mieux et de plus profond que cette haine. Si c'est un ami, t'es deg, mais avec le temps, tu peux, si on te retire tes racines, ta mère, et on le voit dès le début, le Eren conditionné à tout ça. Donc je suis désolé, c'est bullshit pour celui qui a envie, mais ça c'est pas une analyse. Et là, derrière, tu dis, l'omniscience est atteignable que par un cerveau qui a une puissance de stockage d'informations et de calcul infini. Mais là, tu me parles d'un mec qui, sur le futur, est lié à tous les Eldiens, qui peut changer leur corps, Et attends, là, on parle quand même d'un truc, d'un pouvoir de ouf. Hein. C'est chercher des problèmes où il n'y en a pas, ou apporter une cohérence quand ça nous plaît pas, tout simplement, mais c'est pas vrai. Donc la personne dit, nous arrivons donc à la scène où Eren et Armin sont face à la mer, et là, c'est intéressant, encore une fois. Et où Armin demande à Eren ce qu'il pense de Mikasa, donc vous connaissez la scène, on l'a vu, et là Armin lui fait la morale et le pousse à bout, en fait. Armin, là, sur le coup, il a envie de le pousser à bout. Et là, le gars, il dit, l'humiliation commence réellement avec, selon moi, la planche la plus angoissante du chapitre. Isayama détruit sans pitié le développement de Eren depuis la révélation de la cave. Donc en gros, ils ne veulent pas du Eren qui, en fin de compte, déclare ses sentiments avant de mourir, qui se dévoile totalement, ce qui montre en plus la souffrance qu'il a pu avoir pendant sa vie, et tout ça, non, ça on s'en fiche. Donc là, le mec cite un Eren jaloux, irréfléchi, possessif, ravagé, puéril, prend place un personnage peu développé et à l'écriture, selon moi, détestable comparé à l'ancien Eren, qui n'était qu'une façade. Un des meilleurs personnages du manga devient l'un des pires. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on trouve toujours détestable. Il y a un type de personne qui trouve détestable tout personnage qui commence à se rapprocher de ce qu'est un être humain. Je sais pas si certains prennent pour modèle le héros d'une histoire, donc quand ton héros devient humain, ça ne devient plus un modèle, et au final, lui aussi, il a des problèmes de cœur, lui aussi, Non, c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Isayama revient à un moment d'un personnage qui, toute sa vie, et même devant Armin, n'osait pas se confier. Armin, il l'a poussé à bout, et là, il s'est lâché. Là, il a dit, pour la première fois de manière égoïste, des choses. Je veux qu'elle soit avec moi, je veux truc, limite, j'ai pas envie de mourir, j'ai truc. Genre, son ras-le-bol de tout ce qui s'est passé, du fait qu'il ait été pantin, de tout ça. Un petit peu comme dans Lost, un peu avec John Locke, qui, bon, bref, je vais pas spoiler certaines choses, mais c'est vraiment le personnage qui a été lui aussi un petit peu esclave, et sa liberté
et que son chemin était pourtant un combat pour la liberté, ça ne vient pas le décrédibiliser. Au contraire, pour moi, ça vient montrer un homme face à la mort qui se dévoile. Enfin, un peu d'égoïsme pour un personnage qui a été le pantin de son destin, qui risquait sa propre vie pour une mission de sauvetage, en fait. Donc le gars dit, Eren continue d'être détestable dans son hypocrisie en disant « Surtout ne lui répète pas, d'accord, je veux son bonheur ». Mais tout n'est pas badass dans les sentiments d'un homme, dans la souffrance et dans ce qu'il garde en lui. Et moi, je commence à comprendre pourquoi certains aussi détestent parfois certaines de mes vidéos quand ça touche aux sentiments humains et tout ça. Hein. Mais je suis désolé, c'est la vraie vie. L'auteur ne fait que offrir une dernière forme d'humanité à Eren. Il lui donne, pour moi, le meilleur visage de la fin d'un homme avant sa mort. Quelqu'un qui ne se soucie plus d'être badass, il est dans l'eau, il est... Même Armin lui dit « t'es ridicule », il dévoile tout ce qu'il avait à l'intérieur pendant toute sa vie, il s'est privé de choses, toute cette finalité, ça remet pas en question le Eren d'avant, ça le rend encore meilleur à mes yeux. Donc le mec dit « vous pouvez me dire qu'au final Eren n'a jamais changé, vous aurez raison, mais ce que je veux dire, c'est que je considère que c'est un choix scénaristique de Isayama qui vient de détruire ce qu'on considérait être le plus grand développement. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi les gens n'aiment pas les changements humains, que ce soit quand Sasuke change, que ce soit quand, je sais pas, donc Itachi est nul parce que t'apprends d'un coup l'inverse d'un autre truc, des raisons différentes. Je sais pas, moi ça j'arrive pas à comprendre en fait. Son développement il meurt pas dès lors qu'on voit au final qu'il se dévoile sentimentalement. Ça change rien, au contraire. Et vous croyez que quand vous je sais pas, il y a ce que un personnage fait dans sa mission, comme un soldat à la guerre, et il y a ce qu'il est. On le voit avec Reiner, qui est costaud, qui des fois a ce retour à lui-même, qui devient un enfant qui pleure. Je sais pas, c'est tellement bien fait en fait ça. On a bientôt fini la vidéo, vous inquiétez pas. Donc la personne dit « Ce n'est pas tant un problème de cohérence, mais un choix d'écriture qui nuit au développement de ce que j'estimais être le meilleur personnage de SNK. » Parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent du badass, que quand tu montres un côté réel à un homme, d'un personnage, il devient pas badass. Donc il fallait qu'Eren n'ait aucun cœur jusqu'à la fin, qu'il détruise tout le monde et qu'il meure en étant comme ça. Yes. Il est en train de confier, il est en train de confier à Armin tout ce qu'il a à l'intérieur. À chacun, leur tour, il a dû leur faire un truc comme ça. Donc la personne dit... Il dit qu'au final, même s'il n'avait pas su que l'Alliance viendrait l'arrêter, il aurait quand même fait le grand terrassement, malgré tout. Il dit donc implicitement que le fait de vouloir faire de ses amis des héros aux yeux du monde, au-delà des murs, n'était pas nécessaire pour qu'il ait envie de faire le grand terrassement. Et il dit qu'il aurait voulu complètement raser la Terre parce que, roulement de tambour, il ne sait pas. Et là, par contre, je suis pas du tout d'accord, mais vraiment, parce que c'est vraiment de l'incompréhension, là, sur le coup. Autant je donne mon avis dans tout, mais là, c'est de l'incompréhension. Parce que avant qu'ils disent « je ne sais pas », on voit le flash de la naissance d'Eren avec Grisha qui dit « Eren, c'est ton nom ». Après, on voit Eren qui dit « pourquoi ? Je ne sais pas. C'était une envie, irrépressible, comme si c'était écrit en lui. » Et juste en dessous, on revient avec Grisha qui dit le jour de la naissance d'Eren « Eren, tu es libre ». Et ça, c'est pourquoi Eren aujourd'hui est comme ça. C'est comme si le premier mot qu'il a entendu était... Enfin, c'est ce que les premiers mots il a entendu. Eren, tu es libre. Après son nom, il a entendu la liberté. Grisha, sur le coup, il a le titan assaillant. Donc en ayant le titan assaillant, il y a de fortes chances que le Eren, tu es libre vienne d'un souvenir. Vienne du futur, qui est peut-être même la conclusion de la vie d'Eren, qui a réussi, donc Eren, tu es libre, avec la naissance, dont le premier souvenir, le Eren, tu es libre. Et le Eren, qu'en fait, c'est comme si que tu lui mettais dans le cœur cet instinct de combativité pour la liberté. Et là, Eren, quand il dit, je sais pas, c'était une envie, c'est moi, je suis comme ça. C'est comme si on disait, pourquoi t'as un mauvais caractère, et que d'un coup, on te met un flashback de, je sais pas, quand t'es petit, tu nais, on te met une claque. Et là, tu dis, je sais pas, et que d'un coup, le flashback vient te répondre, en fait. Et dire là, sur le coup, bah, il sait pas, un truc, mais non, c'est malhonnête. Donc quand il dit, je sais pas, derrière, on apprend que cette envie, en parallèle, est liée au jour de sa naissance, et Grisha ne va pas dire ça à Eren sans aucune raison. Ils vont pas montrer cette image sans aucune raison. Quand Eren dit « je ne sais pas », c'est parce que dès sa naissance, il a été conditionné à cette liberté par rapport aux propos qui peut-être même viennent du futur, qui lui envoient un signal de cette liberté finale obtenue. Et ce que tu retiens toi, c'est le « je ne sais pas », une impression, et après tu dis que c'est « non, je suis pas d'accord ». Le gars dit « Eren a détruit pratiquement toutes les forêts ».
comment l'oxygène existe encore dans le monde, à part grâce aux algues. Bon, moi déjà j'ai été me renseigner, parce que la question elle était intéressante. Déjà il y a des gens qui te disent, bon, que c'est pas sur le coup que l'humanité va mourir, après moi j'en sais rien, mais... Je sais pas, attends, dans Dragon Ball, à un moment donné, ils sont dans l'espace, on va se dire, ah ben, il n'y a pas d'oxygène, à un moment donné, tu vas courir, ta veste, elle va bouger de l'autre côté, on va dire, ah, c'est incohérent, parce que si vraiment ça, c'est l'incohérence, encore une fois, ça veut dire que tout va bien. Bref, on évoque derrière l'incohérence de Mikasa, qui elle aussi retrouve la mémoire, dit qu'elle retrouve la mémoire, alors que c'est peut-être une incohérence. Et c'est vrai que ce serait dommage, mais peut-être que c'est une incohérence, mais ça peut s'expliquer aussi de plein de façons. Il y a une différence entre... Parce que je pense quand même qu'Isayama n'oserait pas faire cette erreur dans le dernier chapitre d'une Mikasa qui... On a évoqué que les Ackerman ne perdent pas la mémoire, et là d'un coup, moi je pense, je peux me tromper, mais si je veux trouver une raison, ça peut se trouver rapidement, c'est qu'on parle pas d'un oubli de quelque chose que tu as connu et que derrière tu ne connais plus qui a disparu. J'ai plus l'impression qu'on parle d'isoler ta mémoire. C'est comme si tu avais mis un plan à l'intérieur du Eldien ou de Mikasa, et que au moment de ta mort, tu l'avais préenregistré comme une alarme, et qu'au moment de ta mort, ce souvenir-là revient à tes yeux. Tu vois, t'as caché quelque chose. Je vois pas le délire de retirer la mémoire, parce qu'en fait, cette mémoire revient quand tu meurs. Et quand tu meurs, il est mort, Eren, il peut plus rien contrôler, logiquement. Donc je pense que c'est plutôt un schéma ou un truc intérieur comme une horloge qui a été mise à chacun d'eux et qui s'éveille, qui leur rappelle la réalité au moment de sa mort. Et il y a un côté aussi héroïque dans ça. C'est vraiment, je vous montre ce que je suis quand je serai mort, quand tout sera fini. Vous aurez la vérité. C'est comme si quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses, à la fin, vous laisse une lettre à chacun d'entre vous pour vous dire réellement ses sentiments, où ce qu'il était et pourquoi il a fait tout ça. Et puis, tu dis derrière, on apprend ensuite que Eren a aussi discuté avec Connie, Jean, Reiner et tout. Nous ne connaîtrons jamais le contenu de ces discussions, pas même celui de la discussion avec Mikasa. Mais moi, je pense que le truc avec Mikasa, c'était le rêve qu'elle a fait, quoi. Quand elle dit « je veux rentrer chez nous » et tout ça, là. Et qu'après, on la voit avec Eren, qui devient le rêve du Eren du début, tout ça, là. Moi, je pense que c'était ça, le truc avec Mikasa. Ou pas, hein. Et puis, faut pas montrer trop, parfois. Faut laisser place à cette imagination. Globalement, on sait un peu, peut-être, ce qu'il a pu dire à Armin et tout. Peut-être qu'il y aura un film qui nous montrera un peu. Mais il y a des choses qui doivent rester vivantes et qu'on doit pas toujours tout montrer. Moi, je trouve ça beau, j'aime bien. Bon, après, tu viens évoquer Mikasa qui rentre à pied, mais peut-être que, comment elle va faire, parce qu'en fait, la planète dans le truc... mais là, c'est rentré dans des immenses trucs pour rajouter du contenu d'incohérence qu'à mes yeux n'en est pas, et c'est une histoire, après faut pas non plus oublier, hein, le mec réfléchit pas, c'est un dessin, voilà, donc après tu la fais rentrer chez elle, elle rentre chez elle, elle se débrouille. Bref, là c'est que la partie 1, hein. C'était très long, mais au moins cette vidéo-là, j'ai pu dire les choses par rapport à ce que des gens estiment de l'incohérence, alors qu'il y a de l'explication, il y a de la symbolique que parfois nous on ne maîtrise pas, tout autant que moi je maîtrise pas certaines choses, mais on va pas dire non quand c'est possible de dire oui. Voilà. Maintenant, attention, je viens pas dire non, vous n'avez pas le droit de pas aimer et tout. Non, juste citer des choses en disant c'est incohérent, c'est pas vrai, il y a de l'explication. Avec les explications, on n'aime pas. Ça, c'est un autre combat, c'est une autre manière de voir les choses. Voilà les amis, c'était long, j'espère. Alors, si vous avez été au bout, vous mettez 3 chiffres à la fin de votre commentaire. Des chiffres entre 6 et 10. Voilà, peut-être 7, 8, 9 par exemple. Ça va me prouver que vous êtes allé au bout. Et si vous êtes allé au bout, les gars, je vous oublierai pas. Croyez-moi bien. Bébert va vous offrir quelque chose peut-être un jour. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.